Ça, c'est magnifique. Alors tout d'abord ici, une petite guêpe, une micro-guêpe qu'on appelle ichneumon. Très joli. Oh, regarde. Super, très très beau. Ça, c'est Ensuite, vachement moi, j'ai un joli. petit récipient pour celui-là. Bon, ben, chacun son jouet. Sébastien, vous vous occupez d'insectes, vous êtes passionné. Comment ça a commencé et qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, ça a commencé il y a 7 ans, dans les jardins de mes parents, passionnés par les insectes, donc l'entomologie. Et en plus de ça, mes parents m'ont transmis un savoir qui est le jardinage biologique. Et vous avez fait des études de quoi? Et j'ai réalisé des études liées à l'environnement, à la protection de l'environnement. Et à la suite de mes études, j'ai lancé un concept appelé jardinage entomologique, qui est en fin de compte la fusion entre une passion pour les insectes et un savoir que mes parents m'ont transmis. Et cela consiste en quoi? Donc l'objectif du concept, c'est de favoriser les insectes utiles du jardin et de les utiliser à bon escient. Alors en général, le jardinier a peur des insectes. Et comment faire pour lui faire comprendre qu'il en a besoin? Eh bien, il faut savoir qu'il existe 3 types d'auxiliaires. Les auxiliaires prédateurs notamment de ravageurs de culture. Citons comme ravageurs le puceron, les chenilles, la pierrette du chou. Et naturellement, ils ont un prédateur. Ces prédateurs peuvent être très variés. Ça peut être la chrysope et même au pince-oreille. J'en ai trouvé un dans les dahlias. Il est pas content, hein, tu vois. Donc Alors, ça, tu me dis que le pince-oreille, lui aussi, est un prédateur. Alors, le pince-oreille est un excellent prédateur de pucerons. Il faut le savoir. Bon, il va y avoir certains instants au cours de l'année où ils vont venir un petit peu grignoter quelques fruits en décomposition. Mais son principal régime alimentaire, c'est du puceron, c'est de la bouillie de puceron. Donc, 3 D'accord. familles. 1, les prédateurs. Oui. 2, Celui-là, En deux. juste un petit mot, parce qu'on a attrapé celle-là, c'est peut-être pas pour Alors la laisser... celle-ci, c'est une magnifique micro-guêpe qu'on appelle aussi ichneumon. Alors c'est un parasite qui lui envoie un œuf dans son hôte. Alors l'hôte, ça peut être un puceron, ça peut être une chenille. Et la larve qui va se développer à l'intérieur de l'hôte va se nourrir entièrement de son organisme. c'est horrible. C'est horrible. Et donc ça, c'est un allié du jardinier. Alors là, c'est un excellent allié pour le jardinier, puisque ces espèces-là participent aussi à la régulation de ces ravageurs. Premier groupe, prédateurs. Deuxième groupe, parasites. Et troisième groupe? Les pollinisateurs. Alors les pollinisateurs, ce sont des espèces qu'on connaît habituellement. Ça peut passer du simple papillon au bourdon et abeilles sauvages. Quasi 80% des plantes sont pollinisées par des insectes. On peut acheter des insectes pour les introduire dans le jardin et faire ce rôle de prédateur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors moi je pense qu'il y a un véritable potentiel au niveau des insectes locaux. Donc autant favoriser les insectes qu'on a de présents sur le jardin, au lieu évidemment d'aller racheter encore des larves de coccinelle, larves de chrysope, et puis les réintroduire dans le jardin. De toute manière, si le potentiel de votre jardin ne permet pas d'installer ces insectes-là, automatiquement ils repartiront dans la nature. Donc ça veut dire qu'il faut leur préparer de quoi être bien dans le jardin, par exemple. Voilà, alors 2 choses primordiales pour l'installation de ces insectes-là. Première chose, le couvert, c'est-à-dire pour tout ce qui est pollinisateur, abeilles sauvages, il va falloir leur procurer un potentiel en pollen et en nectar. Et les autres? Pour les autres, de leur procurer un potentiel en ravageurs, c'est-à-dire pucerons et chenilles. Et donc, il faut installer des plantes qui soient à même d'accueillir ces ravageurs. Oui, tu peux proposer à proximité de ton potager, tu peux installer des plantes à pucerons, la tanésie. Comme ça, ils ne sont pas dans les choux ou dans les roses, mais sur la tanésie, effectivement, la tanésie, cet été, elle était noire de pucerons, c'était incroyable. Ouais. Mais on le dit régulièrement, vous souhaitez avoir de la coccinelle dans les jardins, mais encore faut-il leur proposer du puceron. Sans puceron, pas de coccinelle. Je pense que nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est des gîtes. En attendant, nous allons vers le Mans, pas pour tourner en voiture, mais pour visiter le château de Vilaine avec un potager, celui dont nous rêvons tous. Voilà votre livraison, mon cher Sébastien. Eh bien, merci bien. Ce que je vais vous proposer, ça va être de réaliser un nichoir à abeilles sauvages. Voilà. Avec quoi?
Alors, eh bien, avec ce que vous venez de me ramener, c'est-à-dire des fagots de tiges creuses. D'accord. Alors, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Les abeilles sauvages, donc là, on ne parle pas de l'abeille commune, hein, qui forme un essaim, qui vit dans une ruche. On va parler des abeilles solitaires. Ces abeilles solitaires-là vont venir pondre leurs œufs dans ces fagots. D'accord. Ces fagots de tiges creuses. Ça veut dire qu'il faut que ce soit creux. Donc les nœuds, je les mets au milieu. Hein. Je te conseille de garder un nœud pour que le fagot soit operculé sur l'un des deux bouts. Donc operculé, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'elle fait l'abeille? Alors l'abeille, au printemps, à l'état d'adulte, va venir pondre ses œufs à l'intérieur du fagot. Ce fagot-là, elle va y insérer pollen et nectar pour l'élevage de ses larves. Mais une fois qu'elle a fini, elle opercule. Et à l'automne, une nymphose va se créer. Et c'est le cas notamment dans ce petit fagot-là. Donc ça marche. En gros, une nymphose. Magnifique, Nymphose. non? Là, on le voit très bien. Vous avez effectivement le fourreau qui permet au fagot d'être operculé. Et juste derrière, vous avez 3 nymphes. À les abeilles sauvages, la première nymphe qui va sortir va être un mâle. D'accord. Sachant que le mâle doit être prêt avant que les femelles sortent dans la nature. Parfait. Donc ça, voilà, ça c'est pour les pollinisateurs. Pour les pollinisateurs. Ensuite, nous avons des massettes, du tournesol, des choses avec du sureau avec de la moelle dedans. Alors la moelle va être plus destinée à tout ce qui est parasite. Alors on avait vu tout à l'heure un ichneumon. Et pourquoi tu préfères la moelle molle? C'est un petit cocon, c'est quoi? Eh bien, la microguêpe est vraiment très exigeante. La microguêpe veut un diamètre particulier d'entrée de son fagot. Ah, c'est du sur-mesure. Voilà, ça va être vraiment du sur-mesure. Alors que l'abeille sauvage, elle va plus emprunter des fagots avec différents diamètres. De toute manière... Elle s'accommode des trous qui sont déjà faits, alors que l'autre, il faut qu'elle puisse faire son trou au bon diamètre, celui qui lui convient. Voilà, c'est bien ça. Super. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit fagot. On va en faire un autre avec la renouée et le bambou. Hein. Et j'aimerais savoir comment mettre ça en place, parce qu'il y a des règles. Alors, il y a des règles d'installation. Tout d'abord, exposé à un ensoleillement. Sud-sud-est, c'est parfait. Donc là, on est bien. Voilà, donc on peut même l'installer juste derrière, au bord du muret. D'ailleurs, en plus de ça, ce muret-là est très très intéressant pour tout ce qui est insectes. Parce qu'il a des trous. Oui, en partie. Tout d'abord, puisque au niveau des interstices de vos pierres, vous avez de la terre. Et si c'était cimenté, ça serait beaucoup moins intéressant, parce que les insectes ne peuvent pas creuser dans ces cavités-là. C'est pour ça que, alors, dans ton hôtel, dans ton mini-hôtel à insectes, on retrouve les choses avec de la moelle, oui, les choses creuses pour les abeilles sauvages, et là, les pierres qui sont l'équivalent de ce mur de pierres sèches. Et là, c'est quoi ce bois avec des trous dedans? Alors si on regarde bien, vous avez une cavité creuse qui imite un tronc d'arbre le creux d'un tronc d'arbre. Par exemple, l'espace qu'il peut y avoir entre une écorce et un tronc. Voilà. Ce qu'on trouve dans la nature, quoi, chez les vieux arbres. Voilà. Or, dans les jardins, quand un arbre commence à être creux, c'est qu'il n'est plus productif, il est en voie de vieillissement, et donc, généralement, on le coupe. On l'élimine, et pour le coup, il n'y a plus de gîte. Mais c'est simplement un abri d'hibernation. Quand vous faites, Sébastien, les maisons pour insectes, là, oui, surtout les bûches à trous, n'importe quel bois marche ou il y a des bois qui marchent et des bois qui marchent pas? Alors, il faut faire attention à l'essence que vous utilisez. Moi, j'utilise une essence locale, hein, c'est du sapin ou de l'épicéa. Mais par contre, il faut éviter tout ce qui est bois insectifuge, comme le mélèze, éventuellement le Douglas. Alors là, c'est des essences très répulsives d'insectes, hein, c'est des insectifuges. Merci beaucoup d'être venu nous en apprendre autant sur les insectes que nous ne connaissons pas. Mieux les connaître, c'est les accepter et mieux les accueillir. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci Sébastien. Et comme dirait Stéphane dans les Pas de Panique, il n'y a plus qu'à fabriquer des maisons pour insectes. Et à propos de Pas de Panique, nous partons pour le jardin.